Mais là, ça a été assez brutal. C'est une histoire qui se répète assez souvent d'ailleurs, mais donc vous voyez que... Mais on parlait du cinéma. Oui. Alors Georgette Leblanc a fait acheter ou louer par Materlinck une abbaye en ruine où elle rêvait de faire des expériences théâtrales, de créer une nouvelle école de théâtre, une sorte de nouveau Bayreuth. Et dans le cadre même de l'abbaye en ruine, elle a mis en scène Macbeth et puis Péléas. Donc vous devez vraiment lire Macbeth, hein, je crois que cette fois. Et pour l'occasion, Materlinck, en 1909, a retraduit Macbeth. Une belle traduction qui est toujours disponible dans la Pléiade, par exemple. C'est pas la première chose, c'est pas la seule qu'il a traduit, parce qu'il a quand même à côté de son... Il n'a pas une très grande activité de traducteur, mais justement, je me permets cette petite parenthèse, dans toutes ces influences et toute cette intertextualité dont Fabrice a parlé au début de son intervention, que l'on peut voir chez Materlinck, avec le théâtre élisabétain, etc., il y a comme ça un certain nombre de traductions qu'il a offertes au public francophone et qui montrent en quelque sorte son intérêt non seulement propre, mais également sa volonté quelque part de faire connaître aussi au public francophone des influences qui pour lui étaient importantes dans la littérature européenne, on va dire. Et donc Macbeth effectivement en fait partie, mais il y en a d'autres, il y a Roscoe, il y a Weiss aussi, enfin il y a comme ça tout il y a quelques écrivains soit du domaine allemand, soit du domaine anglais, hein, qui ont été traduits, ou Roscoe, ça c'est de l'ancien moyen néerlandais. Hein, donc de toute façon des influences anglo-saxonnes ou germaniques. Hein, donc on se place véritablement dans une ascendance. Ça c'est quelque chose, je pense qu'à la lecture de la pièce, on ressent très fort. Mais c'est important quand même de le dire et de le souligner. On se place quand même dans une ascendance qui est effectivement écrit en français. C'est du vrai français, mais avec quand même cette ambiance nordique et ces influences nordiques qui sont très fin 19e, hein, qui sont caractéristiques de la littérature qui s'écrit en Belgique à la fin du 19e. Mais pas forcément rien qu'en Belgique. Non. Parce que la Materlinck se place plutôt dans un champ français, oui. Parce que c'est en France que des gens comme Baudelaire ou Gautier ont eu le projet, Baudelaire en traduisant Edgar Poe, notamment de régénérer la langue française en lien important des formes, des images anglaises, américaines. Ça aussi, c'est une lecture conseillée et assez facile, si vous voulez, les Poe traduits par Baudelaire. En plus, je pense que c'est assez plaisant comme lecture, c'est pas du tout rébarbatif, donc si vous voulez rajouter ça dans votre liste de lecture conseillée. Et pour finir, Poe est devenu un personnage plus important dans la littérature française que dans la littérature américaine. Grâce à Baudelaire et ses traductions. Il a climaté. Excuse-moi, je t'avais interrompu donc, par rapport à oui, cette mise en scène de Péléas dans le monastère. J'en parle à propos de cinéma. Cette mise en scène avait ceci de particulier. Vous pouvez regarder les images, à condition de ne pas mettre les... faut pas mettre les mains dessus. Non. Pas les doigts. Qu'est-ce que c'est celle-ci? Ah oui, voilà, c'est Péléas et Mélisande. Et Mélisande est interprétée par Georgette Leblanc, la compagne de Materlinck. Il essaie de se donner un air de petite fille, mais... Elle est déjà plus toute jeune. Elle est plus toute jeune. Mais non, pour elle, Mélisande est surtout une petite fille. À l'époque, l'interprète anglaise en faisait une femme fatale. Et en fait, plutôt que de choisir, il faut accepter qu'elle soit à la fois petite fille et femme fatale. Et tout à la fois, c'est l'ambiguïté qui est intéressante. Quand elle donne naissance à sa petite fille à la fin, on dirait qu'elle est la grande sœur de son enfant. Donc finalement, et la petite fille va revivre maintenant à son tour. Oui, donc, et ça c'est l'éternel retour qui est suggéré par la première scène. Et le cercle qui est omniprésent, l'anneau, la couronne, la balle. Oui, l'idée du cercle et l'idée du reflet aussi, où les choses se reflètent indéfiniment, parfois dans une espèce de mise en abîme aussi, on a l'impression que tout est reflété, les choses sont reflétées les unes dans les autres.
ça fait effectivement partie des motifs, hein, ce qu'on appelle en littérature des motifs, c'est-à-dire des images comme ça récurrentes qui permettent de donner une structure à l'histoire. Et alors cette scène, c'est une scène dont Maeterlinck avait une idée depuis longtemps, indépendamment du projet de Péléas, ou au début du projet de Péléas, celle de la jeune femme innocente, tuée par son mari jaloux, et qui prend sur elle son bébé quand elle est sur son lit de mort, et l'allait même. Ça, il l'a trouvé dans une balade espagnole médiévale, cette idée qu'il a obsédée. Et il a renoncé à l'allaitement, mais dans la balade médiévale, la jeune femme allaite son bébé pendant qu'elle est en train de mourir. Oui, et qui boit à la fois du lait et du sang. Donc. Alors il a voulu introduire cette image et puis il a reculé. Oui, c'était peut-être un peu trop fort. Un peu trop fort, oui. Ici, c'est encore Péléas ou c'est Macbeth? Ça, c'est l'arrivée de Golo. Ça, c'est l'arrivée de Golo à cheval avec Mélisande. Monastère évidemment gothique, hein, forcément. Forcément. Ça, c'est la scène de la terrasse avec Mélisande qui apporte un bouquet de fleurs. Bon, c'est là, c'est ça. oui. Il y a beaucoup d'autres photos, ce ne sont pas les meilleures que je montre. Il y en a une autre meilleure qui est exposée à la Vitocana, que vous verrez. Il montre Mélisande au bord de la fontaine. Et ce spectacle, qui était réservé à 25 souscripteurs, qui payaient très cher, a malgré tout eu un grand retentissement à travers la presse, à travers le Figaro. Et où était situé ce monastère En Normandie. En Normandie. Donc c'était pas loin de Paris. Il existe toujours. Et il a été rendu aux moines. Il avait été séquestré au moment de la loi de 1901 en France et retiré aux bénédictins. Et puis donné en bail. Et par un intermédiaire, Maeterlinck, pour faire plaisir à Georgette Leblanc, qui était normande, a obtenu la location d'abbaye. Les bénédictins n'étaient pas du tout au courant. Quand ils ont découvert que leur abbaye était louée à une comédienne, à l'époque c'était grave. Ils sont écriés, notre abbaye est devenue l'antre de Proserpine. Et elle jouait beaucoup avec les symboles religieux, elle recevait habillée en abbesse, robe blanche. Voilà, c'est un curieux personnage. Et j'évoque cette mise en scène de 1910 de Péléas parce que pendant la guerre, un impresario va persuader Georgette Leblanc de reprendre les deux spectacles en 1915, Macbeth et Péléas, pour qu'ils soient filmés par un comédien très célèbre à l'époque de la comédie française, Le Bargy. Et ça va donner lieu à deux films qui donnent une version abrégée et muette, évidemment. Films qui ont été projetés à Paris à l'automne 1915. Et c'est elle qui joue. Et c'est elle qui joue. Donc on peut la voir dans ces films, mais que j'ai toujours pas vu, parce qu'on vient seulement de les retrouver dans les réserves de la Cinémathèque de Toulouse, qui sont en cours de restauration. C'est vrai. Et donc, dans quelques mois, quelques années, on pourra les voir. On verra ces films. Et ça, c'est un peu pour répondre à ta question de tout à l'heure, concernant le oui. cinéma, donc effectivement... Et c'est surtout Georgette Leblanc qui s'intéressait au cinéma. Et ensuite, elle va tourner dans un film d'avant-garde, une sorte de manifeste de l'art déco, L'Inhumaine de Marcel Derpier, 1924. Maeterlinck est un peu moins passionné par le cinéma, que la place accordée par le cinéma au geste, au détriment de la parole, ça l'intéressait. Bien sûr, on se situe dans un cinéma qui est encore muet, donc effectivement, il faut se replacer un peu dans le contexte du cinéma muet. Je suppose que vous n'avez pas vu beaucoup de cinéma muet. Vous avez peut-être vu The Artist. Personne l'a vu. Non, mais l'an dernier, enfin, c'était pas eux. Bon, ils ont vu le Faust de Murnau en muet. Tu l'as vu ça, non? Au piano. Oui, accompagné au piano par Jean-François Zigel. Oui, parce que bon, de toute façon, quelques scènes de Charlot, oui, vous avez sûrement vu. Donc,
imaginez, bon bien que ce n'est pas du tout le même style, mais imaginez l'importance des gestes et des regards, des mouvements, de la manière dont les acteurs dans un film muet se situent aussi les uns par rapport aux autres, et essayer de transposer ça. Donc vous voyez. Mais souvent c'est plus intense qu'un film parlant. Oui, tout à fait. Et donc, notamment les films de Murnau, et en particulier l'Aurore. On ne peut pas quitter l'écran des yeux. Oui. Et on est véritablement dans une manière d'exprimer les choses qui est complètement différente. Et donc, c'est un peu ça aussi finalement dans les silences, dans le texte que vous avez lu de Maeterlinck. Vous aurez été certainement surpris par le nombre de points de suspension qu'il y a, hein, de mots, de phrases qui ne sont pas terminées, de ces non-dits, et ça fait aussi partie un peu finalement de cette révolution au niveau du théâtre. Et ça fait partie encore une fois de la conception du théâtre par Maeterlinck, de tout ce qui n'est pas dit. Et que l'on laisse, comme tu disais tout à l'heure, que l'on laisse interpréter finalement au spectateur ou au lecteur. Oui, parce qu'il disait, l'essentiel dans une pièce, c'est le poète qu'elle suscite chez le spectateur. C'est parce que le poète a voulu dire. Et c'est une manière aussi pour lui, quelque part, de s'effacer, d'effacer la présence de l'auteur qui s'efface au profit de ce qui est ressenti par le spectateur et ce qui est interprété par le spectateur. Donc c'est lui qui se recule un peu finalement. Ça c'était l'esthétique symboliste, mais qu'il retrouve chez Novalis. Voilà. Pour que vous compreniez un petit peu finalement quelles sont d'une part les influences nombreuses et variées, on en a parlé de Maeterlinck et en particulier pour Péléas, mais aussi finalement en quoi cette œuvre de Maeterlinck est représentative du théâtre symboliste et de la révolution théâtrale que cela suppose. Parce que c'est quand même une pièce qui est paradigmatique quelque part de cette conception neuve du théâtre et de la littérature en général. Tout ce que ça implique, le rapport... En même temps, c'est une réussite. Parce que la plus grande partie du théâtre symboliste est devenue illisible. Et curieusement, cette pièce... C'est ça que je voulais vous demander. Quelle impression, quelle impression ça vous a fait? Vous avez eu l'impression de Nobel quand même. Prix Nobel quand même. Ça a été reconnu. Oui, mais prix Nobel pour d'autres choses. En 11, hein, oui. Pour l'oiseau bleu. C'est le seul La vie des abeilles. Belge de littérature. Donc, je t'ai interrompu, excuse-moi. Non, je disais justement, est-ce que vous avez eu l'impression, quand vous l'avez lu, de lire quelque chose qui était complètement désuet, complètement ringard, ou bien... ou est-ce que ça a suscité chez vous, ça vous est tombé des mains, ou bien au contraire ça a suscité chez vous un certain... Vous pouvez être honnête, hein, il n'y a pas de... on ne juge pas sur...